Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs de Leral TV sur la plateforme leral.net. L'émission Réponse politique revient avec un invité de taille, Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ. C'est avec cette personnalité politique qu'on va essayer de débattre sur les questions d'actualité. Bonjour, bonsoir Cheikh Bamba Dièye. Bonjour. Voilà, première question, M. Dièye. Que reste-t-il du député qui s'était enchaîné devant les grilles de l'Assemblée nationale et que reste-t-il de ses convictions et la perspective de son combat politique? Vous me permettrez d'abord de remercier l'ensemble du personnel de la direction de Leral TV et ensuite aussi me réjouir d'être invité sur cette plateforme. Et je voudrais m'adresser à mes compatriotes pour leur dire tout le plaisir que j'ai de partager avec vous et à travers votre médium avec l'ensemble des Sénégalais. Évidemment, vous le savez très bien, je ne suis pas mort et fort heureusement, je suis encore député à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ce qu'il faudrait simplement retenir, c'est que c'était un moment fort de notre histoire politique. Que les peuples n'ont jamais pardonné à leur leader d'être en retard d'une mutation. Cette mutation essentielle, j'ai pris sur moi sur la responsabilité de mon engagement politique, sur les directions de mon parti, du FSD/BJ, et investi la mission de représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale. Il m'a été donné de me battre. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire ce que vous décrivez tantôt. Mais à chaque contexte et à chaque histoire, il y a un comportement qui s'y est. Aujourd'hui, les données ont changé et la République a beaucoup évolué. Et nous sommes dans un autre contexte et évidemment, tous les Sénégalais doivent savoir que Cheikh Bamba Dièye, soucieux de son pays, soucieux des intérêts de sa nation, est toujours en alerte pour me battre pour les intérêts du Sénégal. Parce que je ne réclame rien, mais je suis au service de mon pays et j'ai pour leitmotiv d'être articulé autour de ce maître mot. Vivre pour qu'au soir de ma vie, je n'ai pas de sentiment d'avoir vécu inutilement. Je pense que l'avenir nous dira ou nous montrera ce qu'il faudra retenir de tout cela. Mais en réalité, il faut que les Sénégalais sachent qu'ils peuvent et qu'ils pourront toujours compter sur notre action, sur l'action du FSD/BJ pour être au service du Sénégal et de la grande ville. Vous avez marqué l'histoire contemporaine politique du Sénégal avec cette image devant l'Assemblée, mais aussi vous avez la particularité d'être le fils de Feu Abdoulaye Dièye, que Dieu l'accueille dans son paradis. Amin. Que reste-t-il de l'héritage de Cheikh Abdoulaye Dièye? Mais c'est ça, en réalité, l'autre disait que la meilleure manière de demeurer fidèle au feu des ancêtres, ce n'est pas d'en conserver les cendres, mais plutôt d'en transmettre la flamme. Ce que vous retenez ou que vous dites concernant Cheikh Abdoulaye Dièye, c'est une flamme, c'est des idées, c'est un comportement, c'est de l'engagement, du patriotisme, de la disponibilité, un amour de la vérité, un amour de la justice, un combat perpétuel pour que le Sénégal et ceux qui souffrent le plus parmi nous puissent se retrouver dans notre action et dans notre combat, qu'on soit auprès des sans-voix, qu'on soit auprès du peuple sénégalais, du citoyen lambda, pour nous battre. Et je crois que cet héritage est là, bien vivant, et que nous le portons. Pas seulement moi-même, mais tout le FSD/BJ. Cheikh Abdoulaye Dièye n'est pas seulement le père de Cheikh Bamba Dièye, il est son père spirituel, son maître à penser, tout comme il est le maître à penser et l'inventeur du FSD/BJ et du Benno Dioubal. Donc nous sommes nombreux, hommes et femmes, jeunes et vieux, à nous réclamer de cet héritage-là et à continuer ce combat. Absolument. Monsieur Dièye, récemment il y avait même un conseil interministériel par rapport au transport. Je pense que c'est M. Sédhiou qui avait dirigé la manifestation. Et on a vu avec le Magal de Porokhane, il y a quand même eu beaucoup de morts, une vraie hécatombe. Quel est le problème? Au-delà de la condamnation affective, est-ce qu'il y a des problèmes? C'est conjoncturel, structurel? Quel est vraiment le problème? Merci pour cette question, parce que vraiment là, vous nous donnez la possibilité de quitter le champ politique et de rentrer dans le domaine de la qualité de vie, de la sécurité du citoyen. Vous savez, nous avons deux problèmes au Sénégal. Le premier, c'est un problème d'indiscipline caractérisée. Et le second, c'est un problème d'indifférence de l'État vis-à-vis de ce qui fait le quotidien du Sénégalais.
Vous disiez tantôt pour Orhan, et j'en profite vraiment pour adresser mes salutations respectueuses au Khalif Cheikh Mountakha Bassirou et à toute la communauté mouride. Je communie pour que l'image et la pensée de Sokhna Diarra Bousso, cette femme d'élite, qui nous montre que dans ce pays, il est encore possible, à travers nos mères et nos pères, de générer des qualités d'hommes et de femmes disponibles pour le pays. Je pense que c'est ça l'héritage. Mais pour revenir au sujet à proprement parler, nous avons deux problèmes. C'est celui d'abord de l'indiscipline endémique, chronique, entretenue par l'État, parce que l'État n'est pas près des populations, l'État n'est pas disponible pour éduquer les populations. Je dis souvent que la citoyenneté n'est pas innée. Et c'est l'État et du rôle de l'État et des parents de le consolider auprès des citoyens. Nous avons, depuis les indépendances, failli à ce niveau. Nous ne formons pas pour cette commune volonté d'être ensemble. L'idée de la nation, l'idée de ce partage de responsabilité n'est pas encore suffisamment ancrée. J'estime qu'au Sénégal, nous avons énormément de déficits. Et il était pour moi opportun, tout en m'inclinant pieusement devant la perte de ces disparus, parce que 9 personnes mortes, on ne peut pas imaginer ce que ça a comme impact sur l'économie nationale, ce que ça va avoir comme impact sur les familles, ce que ça va amener comme détresse, comme anxiété, et tout cela nous le devons simplement à l'inorganisation vis-à-vis de l'État et de l'indiscipline du citoyen. Si nous voulons créer un pays, si nous voulons organiser un État, il est extrêmement important que nous sachions ce que ça veut dire être en République. Être en République, c'est avoir ensemble des moyens. Le budget national, c'est l'utiliser de manière rationnelle, c'est le mettre à la disposition des besoins des citoyens, c'est surtout former et fondamentalement organiser la présence de l'État. La police, la majestuosité de la police et la force qu'incarne la police en nombre suffisant, présent partout, idem pour la gendarmerie, pour que le Sénégalais, quand il sortira de chez lui, qu'il puisse avoir le sentiment que nous ne sommes pas dans une foire d'empagne, que nous sommes dans une république. Cela veut dire que lorsque vous avez un comportement en porte-à-faux avec la loi, vous trouverez immédiatement un vis-à-vis assermenté qui vous remettra à l'endroit par des sanctions. Et qu'on ne soit pas dans cette posture, et il faut le dénoncer, parce que nous le savons, ça existe. J'en ai été victime, j'ai été instigateur, et tout cela c'est le mal du Sénégalais. Tous, nous sommes coupables et complices à la fois. Nous sommes victimes, coupables et complices. Nous avons parfois graissé les policiers, graissé un gendarme, mais seulement parce que nous n'avons pas encore suffisamment de responsabilité, suffisamment d'engagement et de courage pour nous dire les vérités qu'il faut et voir nos autorités, l'État du Sénégal, le ministère de l'Intérieur et des Transports, nous inventer un système cohérent, coercitif, un système sur lequel, qu'on soit cher, qu'on soit leader politique, député ou ministre, que cela soit la même pour tout le monde. Tolérance zéro est la règle applicable à tout le monde. En France, par exemple, ou aux États-Unis, un policier dans la rue, s'il attrape un ministre en infraction, c'est lui-même qui va porter l'information, parce qu'il y a des gens dans la République qui ne peuvent pas se permettre. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être blindés, mais c'est la vertu de l'exemple. Que l'on attrape Cheikh Bambadji en train de commettre une infraction, cela prouve d'abord que c'est un homme et qui n'est pas exceptionnel. Cela prouve encore que c'est un citoyen lambda, un justiciable comme tout le monde. Et il faut que nous soyons dynamiques, que nous soyons positifs dans cela. Je crois que si nous manquons à nos devoirs vis-à-vis de cela, il est tout à fait normal que le moindre déplacement d'un groupe de citoyens soit aussi chèrement et aussi lourdement payé en termes de pertes humaines et en termes aussi d'handicap lourd. Il y a encore le problème de la prise en charge. Non, mais de la prise en charge immédiate. Juste après l'accident. Moi, j'ai été victime d'un accident qui a été dramatique. Entre le temps où l'accident a eu lieu, ou le temps où les premières prises en charge ont eu lieu, il s'est passé presque plus de 6 heures de temps. Vous imaginez, avec les responsabilités qui sont les miennes, et que donc du citoyen lambda, vous imaginez le nombre de pertes en vies humaines, d'handicaps lourds que nous traînons parce que nous sommes négligents, parce que nous ne mobilisons pas l'argent public pour mettre à disposition des services d'urgence, des réactions rapides, pour prévenir, parce que le gouvernement sait prévoir. Partout, il devrait y avoir des îlots le long des axes et des routes.
Partout, on devrait veiller à la sécurité des Sénégalais. C'est ça une république. Ce sont ces faits, les gestes anodins qui ne sont pas commentés, qui fondent le comment vouloir vivre ensemble. Et c'est cela qui nous manque malheureusement. Et pour le Magal de Touba, le Magal de Prokhar, le Magal de Tivaouane, de Ndiassane, de Yoff Diamalaye, partout, et de Kaolack, partout, c'est toujours la même caractéristique, une indiscipline chronique, partout, un régiment foutisme installé, et parfois même ceux qui devraient concourir à aider les gens à être vraiment en conformité avec la loi sont les premiers à susciter ce mal-être et cette mauvaise éducation qui aujourd'hui gangrène notre pays. Absolument. Un député est censé être député du peuple. On parle de sécurité, de confort. Il y a l'autoroute à péage. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à grincer les dents. Il n'y a pas assez d'éclairage, il y a des problèmes de sécurité. On avait même évoqué une agression avec des pierres. Vous, en tant que député, qu'est-ce que cela vous suscite? Vous savez, cette autoroute à péage aussi, vraiment, moi, j'ai eu à interpeller le ministre des Transports à l'Assemblée nationale. Cette autoroute pose problème, pose énormément de problèmes. D'abord, sur la réalité de la transaction, la part qui revient à l'État du Sénégal, à nous tous, et aussi les responsabilités qui vont par rapport à l'entrepreneur adjudicataire et qui doit organiser et encaisser le péage sur ces tranches d'autoroute. Ce qu'il faudrait d'abord noter, c'est qu'il n'existe pas une autoroute qui n'est pas éclairée, surtout à péage. Et vous le voyez bien, vous voyez des lampadaires, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'éclairage. Et vous vous imaginez les gains que l'entreprise encaisse, parce que simplement depuis la création de l'autoroute, il n'a pas daigné investir sur l'éclairage. Chaque nuit d'éclairage, ça coûte énormément d'argent. Donc, cet argent qui n'est pas effectivement réalisé, qui fait partie des cahiers de charges et qui n'est pas respecté, c'est de l'argent qui ne profite pas aux Sénégalais et qui ne milite pas pour la sécurité des citoyens. Vu le coût prohibitif du péage, je pense que c'est le minimum que nous étions droit d'attendre, pas seulement les députés, mais de l'État qui a été signataire de cet accord. Il appartient, il est de la mission du service des transports, du ministère des Transports, de s'occuper de la sécurité des Sénégalais. Surtout il n'y a pas de réaction. Mais c'est ça le laxisme général, le gémophotisme installé. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le manque à gagner, non seulement en termes de temps perdu, en termes d'insécurité, en termes d'accidents, de pertes sur les véhicules, sur les coûts de réparation que cela entraîne. Moi, il m'a été donné une nuit de constater un véhicule marcher jusqu'à surplomber les garde-corps. Et je me dis, comment est-ce que le gars a pu s'échapper ce jour-là? Et je me pose la question, c'est certainement parce que l'éclairage était inexistant à ce niveau. Et de ce point de vue-là, il y a besoin, urgemment, puisque nous parlons de sécurité routière, nous parlons généralement de sécurité des Sénégalais. Un pays, c'est ça aussi. C'est de l'organisation, c'est du sérieux, de la rigueur. Si nous voulons que nos partenaires, qui ne vont rien lâcher, vous avez vu quelque part des ristournes de fait sur le transport ou le péage? Non, il n'en existe pas. Quand vous êtes à même de pouvoir monter ou de mettre des conditions, parfois même draconiennes de paiement de la redevance, en retour, vous êtes en droit et en obligation de respecter l'ensemble des contraintes qui doivent aller à ça. Et ça doit commencer immédiatement avec l'éclairage public. On appelle à lancer au ministre des Transports. Mais il n'y a même pas d'appel à lancer. Vous savez, ça soit un message clair, parce que depuis lors, il n'y a pas de réaction. Je crois que le message est très clair. Le message est très clair. Où nous sommes dans une république, où nous ne sommes pas dans une république. Où l'État signe des contrats et se donne les moyens de faire respecter ces contrats, où nous sommes dans du n'importe quoi. Et je ne le souhaite pas. De ce point de vue-là, lorsque ce même État-là est capable de s'acharner sur des citoyens pour certains critères qui ne reposent sur rien, alors cet État-là doit être capable, pour ses obligations civiles et commerciales, de faire en sorte que ses partenaires soient au rendez-vous. Ce n'est pas quand même un contrat léonien, quand même. On le verra de toutes les manières. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu la chance de regarder cela, mais de toutes les manières, comptez sur moi pour fouiller. Pour fouiller. Absolument. M. Bamoudié, il y a la tournée du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, qui a inauguré
certaines infrastructures, peut-être certaines infrastructures ont été retapées, mais il a fait des inaugurations. Certains posent le problème du fonctionnement de l'institution de la présidence de la République, parce que c'est sur fond, quand même, entre guillemets, de campagne électorale. Est-ce que le président de la République doit inaugurer des choses de l'État et en même temps faire de façon délicate, de façon subtile, une campagne électorale divisée? Vous savez, la mission du président de la République, c'est d'être auprès des populations. Je ne vais pas lui faire le reproche d'aller partout dans le Sénégal. Je souhaiterais qu'il y soit le plus fréquemment possible, pour donner lui-même corps à sa propre théorie sur la territorialisation des politiques publiques. Je souhaiterais qu'il soit véritablement auprès des Sénégalais et le plus loin possible, pour véritablement pouvoir ressentir les difficultés dans lesquelles les Sénégalais, le quotidien des Sénégalais est fait. Je souhaiterais qu'il puisse aller le plus loin pour se rendre compte que malgré ce qui a été fait en termes d'adduction en eau potable, il reste encore d'immenses îlots où les gens ont énormément de problèmes pour avoir de l'eau potable. Je souhaite qu'il aille le plus loin possible pour se rendre compte que l'électricité n'est pas encore disponible pour tous les citoyens, qu'il existe encore des citoyens qui sont dans des conditions de vie exécrables et que la qualité de vie dans notre pays, hormis certains centres urbains, n'est pas encore au niveau optimal. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas lui faire de reproche là-dedans. C'est par contre, sur lequel j'ai énormément de doutes et d'interrogations, tout le folklore qui accompagne cela. Vous le savez, quand il se déplace avec toute sa majestuosité, il n'a pas de rapport direct avec les populations. Il n'a de rapport qu'avec ses officiels et avec les turiféraires et avec ceux-là qui viennent pour applaudir. Et ce n'est pas ça le pays réel. Ce n'est pas ça le pays profond. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu une rupture de paradigme? On a l'impression que même du temps de Wade, c'était la même chose. Est-ce qu'il y a quand même une rupture qui a été enclenchée? Mais non, malheureusement, il n'y a pas de rupture. C'est pourquoi j'ai dit que oui, pour que le président de la République aille, mais moins de protocole, moins de lourdeur, pour qu'il puisse se rendre compte de la théorie du bien et des limites de cette théorie du bien par rapport à l'effectivité de ce qui est appliqué et qui est dit être fait au nom du gouvernement du Sénégal et avec les deniers de la République. C'est ça la bonne dynamique. Mais lorsque aujourd'hui vous mobilisez des centaines de milliers de personnes, vous les payez pour y aller, vous faites beaucoup de bruit, beaucoup de tam-tam, mais en réalité pour qui vous travaillez? Il n'y a rien qui pourrait aujourd'hui intéresser le citoyen. Celui qui est à l'hôpital de Kaolack et qui souffre parce qu'il n'a pas de prise en charge, qui n'a pas les moyens de se faire payer. L'enseignant de Kaolack qui peine encore à remplir les conditions de vie minimales de sa famille, pour protéger sa famille et qui est dans une condition d'extrême précarité. Ces gens-là, est-ce que ce sont ces types de visites qui vont leur rendre ce dont ils ont réellement besoin? Je ne le pense pas. Alors ce n'est pas opérant. Ce n'est pas ce que nous voulons. Pourtant, à côté, il y avait les problèmes de l'agriculture qui ont été évoqués. Mais bien évidemment, nous sommes en période de commercialisation et vous entendez partout les réclamations. C'est ça le pays profond. Et c'est ça les réalités et les vécus des citoyens. Je pense qu'il y a un héritage qu'il faut gommer dans notre pays. Et c'était ça aussi le sens de la rupture en 2012. Lorsque nous étions tous engagés pour que plus rien ne soit comme avant, sans que cela soit un slogan encore de plus. C'était pour que les méthodes passées, par lesquelles ceux qui arrivaient au pouvoir pensaient que l'argent de la République leur appartenait et que les autres étaient simplement des mendiants dans leur propre République. Et je pense que c'était ça qu'on voulait rompre. Mais aujourd'hui, ce qui est fait pour renforcer cet état d'esprit. Ce qui est fait pour non pas servir les Sénégalais, servir l'intérêt des Sénégalais, mais préparer les gens, les mettre dans des conditions pour penser à une compétition où le meilleur n'est pas celui qui travaille réellement pour les Sénégalais, mais celui qui est capable de prendre l'argent comptant des Sénégalais et de les distribuer à X ou à Y. Et c'est ça le mauvais pli de la politique. C'est ce que j'espérais que Macky Sall allait au moins éliminer dans notre pays. Mais lorsque aujourd'hui on fait l'apologie de la transhumance, lorsqu'on est capable d'autant de reniement, lorsqu'on ne fait plus dans la sobriété, encore moins dans la vertu, lorsque le parti, l'intérêt partisan, l'intérêt individuel prime sur la nation,
sur l'intérêt stratégique de la nation, je pense que le résultat ne peut pas être différent. Et c'est ça le problème. En réalité, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut que les Sénégalais aussi participent un tout petit peu, qu'ils comprennent que si nous avons été dans cette situation, il est vrai que c'est la responsabilité des acteurs politiques, mais c'est aussi la responsabilité du citoyen qui s'est laissé aller et s'est laissé endormir dans cette situation. Comme disait Abdoul Mbaye, il est temps que le citoyen sénégalais s'indigne. Mais pas seulement s'indigner, c'est de l'action qu'il faut, une action citoyenne. Il ne faudrait plus que les conditions de choix, et je le disais souvent en le répétant, c'est Charles Bamba qui disait que les gens ne se différencient que par la qualité de leur choix. Et que si tu t'approches à quelqu'un de valable, tu deviens valable par rapport à l'expertise et à la valeur de celui qui te dirige. Si tu t'accroches à un déviant, toute ta stratégie est déviante par rapport au caractère de travers de la personnalité qui le dirige. Et pour pouvoir nous épargner cela, de prime abord, il est question de choix politique et de choix électoral. Il est donc important, au-delà de l'indignation, qu'il y ait une action citoyenne de responsable. Nous nous connaissons suffisamment. Nous sommes tous redevables de la République. Nous sommes des fils et des enfants de Baguette. Si tous formés à la même école, jouissant des mêmes diplômes, développant les mêmes facultés intellectuelles, certains peuvent se réveiller ex nihilo pour devenir subitement multimilliardaires, sans justifier de comment ils l'ont été, sinon par des largesses dans les fonds publics de la nation. Je pense que tout citoyen qui est capable de s'allier à ces individus-là devient complice de leur forfaiture. Alors qu'à côté de cela, il y a des acteurs politiques qui, sur une longue période, ont été capables de constance, de rectitude. Je ne tire pas la couverture de mon côté, mais je peux aujourd'hui valablement dire que autant j'ai l'expertise que tout le monde a, autant, comme moi, beaucoup d'autres ont assez de constance, de rigueur, de sérieux et de rectitude pour que pour une fois au moins, que les Sénégalais leur fassent confiance. Leur faire confiance parce qu'ils savent. Moi, quand je dirai aux Sénégalais qu'il y aura reddition des comptes, personne n'en doutera. Parce qu'ils savent que dans mon passé et dans mon présent, il n'y a rien que j'ai fait pour habituer les Sénégalais à des reniements. Et c'est ça la nouvelle donne, si nous voulons réussir. Respect de la parole. Mais absolument. Et ça, il faut le mesurer par rapport aux actions et aux actes que posent les hommes politiques sur une longue période. Maintenant, M. Dieye, parlons de la relation bilatérale Sénégal-Mauritanie. Vous êtes saint-louisien, avec récemment les gardes-côtes mauritaniens ont abattu un de nos compatriotes à Guet-Ndar. Il y a aussi les accords signés dans la foulée avec le Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie. Il y a M. Idrissa Seck qui avait récemment sommé au président de la République de publier la quintessence de cet accord. Vous, en tant que personnalité politique et aussi député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, sur les questions de sécurité transfrontalière, je voudrais rappeler à l'ensemble de mes compatriotes qu'ils peuvent observer avec moi. Vous savez, le Sénégal a ceci de particulier. Nous avons été toujours très faibles par rapport et dans nos relations avec nos voisins. De masla. Ce n'est pas du masla, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant et un manque une irresponsabilité que rien n'explique. Vous savez, les États ont des obligations. Si vous traversez la frontière mauritanienne, vous vous rendrez compte immédiatement que vous êtes dans un État voisin, que vous n'êtes plus chez vous. Parce que simplement, tout est organisé pour vous faire rendre compte que les conditions changent et que les règles ont changé. Pourquoi l'État du Sénégal ne le fait pas? Pourquoi nous n'avons pas de garde-côte au niveau de la frontière maritime à Saint-Louis? Pourquoi la marine nationale n'est pas présente là-bas? On se fait canarder chaque jour et ça ne date pas de la dernière personne à être tuée. Depuis plus de 20 ans, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que depuis plus de 20 ans, tu as entendu le Sénégal développer une stratégie durable de protection de ses citoyens? Non. Chaque fois qu'il y a problème, ils envoient la marine pour une demi-journée et ensuite plus rien. Les citoyens sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas une peur de la guerre avec les événements Non. de 1989? Mais pourquoi la Mauritanie est présente alors que nous ne sommes pas? Et être présent au niveau de sa frontière, ça veut dire qu'on est pas en guerre. Mais non, ça veut dire qu'on remplit ça. Simplement ces fonctions de sécurisation.
Si les Sénégalais sont là, il n'y aura pas de camardage. On ne flinguera plus personne. Et cela fait partie des conditions dans lesquelles on construit une bonne diplomatie. Regardez, même sur les accords de pêche, je vous envoie plus loin même du temps d'Abdou Diouf et du temps de Senghor. Chaque fois qu'il y a une litige sur les questions de frontières, c'est les gouvernements du Sénégal, le président de la République, qui concédait énormément de choses directement, sans concertation avec la nation. On en a eu au début des indépendances, vous savez de quoi je parle. On en a eu avec presque tous nos présidents de la République. Il y a eu un problème avec la Gambie. On s'est réveillé un jour, on a dit oui, bon maintenant on fait du 50-50. Mais 50-50 sur quoi? Est-ce que ce qu'on partage est étalé équitablement de part et d'autre des frontières? Personne ne le sait. On en a fait avec la Guinée. Est-ce que c'est cela la manière de régler? Si vous habituez vos voisins à ce que chaque fois qu'ils tirent sur quelque chose, vous êtes là, vous apportez, vous cédez quelque chose. Mais à la limite, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester si on comprend que les États, jamais la Mauritanie, ni la Gambie, ni la Guinée-Bissau n'ont cédé quoi que ce soit au Sénégal? Rien du tout, sur 58 années. Est-ce que là, vous n'avez pas un discours de Faucon? Non, ce n'est pas, non, absolument pas. Mais gardez ce qui te revient de droit. Est-ce que c'est ça être batailleur? Non. Je dis que c'est trop facile de tout lâcher. Et trop facilement. Ce que moi je redoute dans cette affaire-là, c'est que comme Macky Sall, le président de la République, puisque apparemment il déteste ce qu'on appelle Macky Sall, mais je lui dis qu'il faut qu'il reste ensemble sur terre. Nous ne sommes pas ses obligés. Nous ne sommes pas ses obligés. Non, il n'est pas un souverain. Partout aux États-Unis, les gens, quand les gens apostrophent Donald Trump, c'est Donald Trump que tu entends. En français, Emmanuel Macron. Il n'y a que dans les chefferies archaïques traditionnels, les druides là qu'on dit que son excellence, monsieur le président de la République. Alors que, est-ce qu'il fait quelque chose pour être conforme avec cette fonction? Non. Ce que je redoute sur cette affaire-là, c'est que comme nous allons dans une année électorale, qu'il est parti bazarder nos ressources pour avoir la paix. Et qu'au niveau de la frontière et avec Guetta, peut-être qu'il a acheté le silence des uns et des autres pour... Mais ça, c'est pas ça la nation. C'est pas ça la République, c'est pas ça la mission d'un chef d'État. Un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui va en guerre, mais c'est quelqu'un qui est présent pour défendre les intérêts de son pays. Le jeune Emmanuel Macron, qui peut être même le fils de Macky Sall, du point de vue de l'âge, quand il est arrivé ici, est-ce qu'il a regardé le fait qu'ils sont mille fois ou 10 000 fois plus développés que nous? Mais non! Quand il a pu récolter 1400 milliards de contrats commerciaux, est-ce qu'il s'est gêné? Mais non! Il a tiré le maximum de ce qu'il a pu. Il a raflé les terres, qui ne nous aura rien du tout, sinon à contenter la France. Il a ensuite eu 2 contrats d'Airbus, sans compter tous les chantiers de travaux publics que les entreprises françaises gagnent. Mais c'est ça, un homme d'État. Les États n'ont pas d'amis. Et non. Mais on ne paie pas un président de la République. Vous vous rendez compte du confort dans lequel on a mis Macky Sall? On lui a donné plus de 250 personnes pour veiller sur son sommeil. Toutes les voitures du monde, on les paye. Gratuit. Sans cela, il y a des milliards de fonds qui ne servent à rien du tout, sinon à le contenter et à faire ses 4 volontés. Mais on ne peut pas te mettre dans une aisance comme cela. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un problème, tu cèdes, tu bazardes, tu donnes à gauche et à droite. Si tout le monde fait comme ça, il faudra combien de temps pour qu'on n'ait plus rien? Qu'on devienne un État lilliputien. Non, mais on l'est déjà. Et si ensuite, est-ce que Bumbo normalement on est à non, donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, de toi à moi, nous sommes là pour parler de notre pays. Il n'y a rien de mesquin. Je ne m'acharne pas sur Macky Sall. Ce n'est pas le but. Il n'est pas éternel. Sa présence au sommet de l'État est plus qu'éphémère. Et ce sur quoi moi je m'interroge, c'est sur la sécurité des citoyens en termes de transport, la sécurité que nous devons en termes d'éclairage sur nos autoroutes, la sécurité que nous devons pour veiller sur les deniers de la République, pour veiller sur l'argent de la République, pour veiller sur les réserves de gaz et de pétrole de notre pays, pour veiller sur nos frontières, sur chaque mètre carré qui appartient au Sénégal. Personne, fut-il le président de la République, encore moins l'Assemblée nationale, n'a le droit de le bazarder. Et ça, il faut que ce soit des règles. Vous savez,
la fonction républicaine de l'État n'est pas susceptible d'être changée. On ne peut pas y revenir dans la Constitution. Je crois qu'il faut qu'on aille sur que l'intégrité territoriale, le bien de la République, le bien de la nation, il faut que ce soit des choses qui soient inaltérables. Dans toute l'orthodoxie républicaine. Et que même l'Assemblée nationale ne doit pas avoir la possibilité de céder quoi que ce soit. Tous les contrats qui devront être signés doivent être logés dans une séquence temporelle connue. Et absolument, on ne doit céder. Personne. Parce que le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui. Si le Sénégal dans 1000 ans, le Sénégal est dans 1000 ans. Mais celui-là, ce Sénégal d'aujourd'hui le concerne. Dans la prospective. Et sur quoi nous nous basons pour lui donner, pour le priver de son bien sans que... Non, ça ne peut pas se faire. Et ce n'est pas un esprit vendangé. Au contraire, tout le Sénégal me connaît comme étant quelqu'un de très conciliant. Mais je suis à cheval sur les fonctions d'homme d'État. Et je ne négocie pas là-dessus. Parce que je n'ai pas fonction ni compétence à négocier là-dessus. Je ne peux pas altérer le bien de la nation parce que je n'ai pas compétence ni fonction à l'altérer. Même si la loi me le donne, je ne dois pas le faire. Parce que ce que je le gère pour une durée bien déterminée et ça appartient à des millions, voire des milliards d'individus échelés sur une séquence temporelle extrêmement large. Absolument. Monsieur Bambadji, l'actualité est dominée du point de vue judiciaire par le procès Khalifa Sall et d'autres co-prévenus. D'autres disent que c'est un procès politique, d'autres avancent l'idée selon laquelle c'est juste un procès de détournement de deniers publics. Vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me permettrez sur cette question-là d'éclairer la lanterne de beaucoup de Sénégalais. Je sais qu'il y a beaucoup de on-dit dans cette affaire. Alors je vais faire la jeunesse. Vous savez, en 1972, le législateur sénégalais a pensé qu'il était devenu important d'accentuer le processus de décentralisation avec la création de la communauté locale. En 1996, le Code des collectivités locales a consacré des principes extrêmement importants: la libre administration des collectivités locales, l'autonomie financière, la personnalité morale des collectivités locales et aussi l'irréversibilité des lois de la décentralisation. Ça veut dire quoi? Et même dans l'exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code des collectivités locales, le président de la République qui a été le promoteur de cette loi, et je rappelle qu'à l'époque, pour que tout le monde le sache, avant cela, j'ai été ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Donc l'acte 3 et les premières réformes sur la décentralisation sous l'ère Macky Sall, c'est moi qui les ai engagés. Donc de ce point de vue-là, lorsque Macky Sall a fait voter cette loi, dans l'exposé des motifs, il consacre un phénomène qui est extraordinaire. L'exposé des motifs dit que l'État du Sénégal consacre l'irréversibilité de la décentralisation. En d'autres termes, si vous revoyez les articles premiers du Code des collectivités locales, où on dit que les collectivités locales s'administrent de manière libre et autonome à travers des organes élus au suffrage universel et qu'ils ont la responsabilité d'organiser le développement de leur territoire selon les conditions et les critères que définit la loi, je pense que de ce point de vue-là, dès l'instant que ce phénomène-là est accepté, il ne saurait y avoir de retour en arrière. L'État qui a lâché ses responsabilités, le législateur qui a organisé cette nouvelle distribution des responsabilités au sommet, dans l'État du Sénégal, dit qu'il y a une personnalité juridique propre, qui est la collectivité territoriale, et il y a l'État central à côté. L'État central, à travers un organe élu au suffrage universel, l'Assemblée nationale, organise la distribution des ressources publiques sur la période d'une année. Le conseil municipal ou le conseil départemental, sur la même période, avec les mêmes prérogatives, gère et organise la distribution des ressources sur le territoire. Alors, de ce point de vue, chacun reste dans ses responsabilités et les moutons des uns et des autres seront plus que bien gardés. Qu'est-ce qui s'est agi dans cette affaire? Un beau jour, un président de la République, parce qu'il a renié ses engagements
de réduire son mandat de 7 à 5 années, décide maintenant qu'il faudra, à l'aune, parce que maintenant, vous savez, vous ne pouvez pas récupérer 2 ans et ensuite vouloir récupérer 2 autres années. Ça va finir par arriver à la fin, le bout du tunnel, on va l'apercevoir. On y est. Et il s'est rendu compte que le fait de récupérer ces 2 années n'a pas réglé son problème. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut aujourd'hui ne pas avoir d'adversaire. Ou se choisir lui-même ses adversaires. Donc, si l'État du Sénégal est organisé de telle sorte que le président de la République, pour le compte de l'exécutif, avec l'Assemblée nationale, organise l'État, l'exécutif local, dont le maire est le représentant, et à travers l'organe élu qui est le conseil municipal, organise les ressources de la communauté, de la collectivité territoriale. Alors, de ce point de vue-là, cette même loi dit qu'il appartient à la Cour des comptes de vérifier les comptes de la commune, tout comme cette même Cour des comptes est habilitée à vérifier les comptes de l'État. L'IGE est un instrument administratif entre les mains exclusives du président de la République pour vérifier si oui ou non les politiques qu'il définit, avant le contrôle de l'Assemblée nationale, si les fonds que lui affecte l'Assemblée nationale sont utilisés à bon escient, dans son sphère qu'est l'exécutif. Il appartient au maire, à travers son inspection des services administratifs à l'intérieur de sa commune, de vérifier à l'intérieur de son administration si les fonds que le conseil municipal lui a autorisés ont été utilisés à bon escient. Donc le formalisme est très clair. La loi ne souffre d'aucune contradiction. Alors si le président de la République oublie ses prérogatives, oublie qu'il a promis aux Sénégalais la transparence dans sa sphère à lui, la reddition des comptes dans sa sphère à lui, alors que nous nous rendons compte qu'il n'en est rien, s'il oublie tout cela et qu'il instrumentalise un instrument qui n'est pas du tout objectif, puisque téléguidé, qui répond à des objectifs d'un chef d'État qui ne sera pas demain interpellé sur la gestion des communes. Parce que lorsque Macky Sall va présenter son bilan, tu crois que les gens vont lui demander sur la gestion de Dakar? Non. Les citoyens sénégalais ne l'interpelleront pas sur la gestion. Qu'est-ce que l'IGE fait là-bas? Quel intérêt tu peux trouver à aller là où les citoyens ne vont pas t'interpeller? Celui qui aura à répondre, c'est Khalifa Sall ou tout autre maire sur son territoire. Donc c'est presque une négation du transfert de compétences. Mais c'est une négation, c'est pire que ça. À la limite, je me demande si Macky Sall n'est pas ignorant des lois que lui-même a fait voter à l'Assemblée nationale. Et c'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que lorsque vous oubliez que vous êtes dans une république, que vous oubliez que nous ne fonctionnons qu'en fonction de la loi et qu'il n'y a que la loi qui gouverne ce pays et qui organise la distribution des responsabilités, nous allons vers ces télescopages-là. Alors, dans le fond et la forme, vous savez, deux traditions, et ça depuis 1923, et les traditions sont la source du droit. Les lois de la République ne sont en réalité qu'une traduction de nos traditions, de nos règles de vie commune. Si depuis 1923 et de tradition, avec la couverture et l'onction du président de la République, au moment où la tutelle n'existait pas, cette caisse d'avance, caisse politique existait comme cette même caisse par rapport à l'Assemblée nationale et le président de la République existe à son niveau, alors, au nom de quoi voudrais-tu, pour les mêmes conditions, où vous utilisez de manière discrétionnaire, sans contrôle, de l'argent public en toute légalité, que vous puissiez dénier le droit dans les mêmes conditions à un autre acquis, non pas vous, mais son conseil municipal a donné la possibilité d'utiliser non pas votre argent, mais l'argent de la collectivité locale à des fins de service public, à des fins d'aide et d'assistance à la population. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Il y a même Doudoual qui a exprimé sa position, il dit qu'il a même été aidé par cette même caisse. Mais partout, tout le monde et beaucoup d'autres. Et lui-même, il paraît, Macky Sall a été aidé par cette caisse. Donc, alors, il faut arrêter. En tout cas, moi, je pense que si nous sommes sur Dakar, nous sommes au moins 3 millions. Et vous savez que depuis une dizaine d'années,
types de maladies ont beaucoup changé. Les Sénégalais ne meurent plus comme par le passé, par le paludisme. Ce qui fait des ravages aujourd'hui, c'est le diabète, la tension, les AVC et le cancer. Mais ce sont des maladies que le commun des Sénégalais ne peut pas prendre en charge. Combien sommes-nous à pouvoir faire une chimiothérapie ou une radiothérapie? Déjà que l'État du Sénégal même peine à trouver de la radiothérapie par leur négligence coupable. Alors, quand il s'agit d'un individu qui gagne 50 000 francs, 150 000 francs, vous avez votre dame qui est atteinte d'un cancer du sein ou d'un cancer du col de l'utérus. Elle va faire quoi? Et vous allez faire quoi? Vous imaginez sur 3 millions de personnes, le nombre de personnes qui sont impactées. Moi, je pense que ça se chiffre à des dizaines de milliers. Puisque nous sommes en République et que l'argent appartient aux citoyens, si l'évolution des maladies, du fait même du développement, des conditions de vie, de la qualité de vie change, nos lois, nos modes d'intervention, nos services doivent changer et s'adapter. Et je pense que de ce point de vue-là, franchement, sur cette question-ci, à moins que l'État déclare et retourne à l'Assemblée nationale pour proclamer la fin de la tutelle, vraiment, absolument, et je le dis pour avoir été maire d'une très grande ville, pour avoir été celui qui a initié l'acte 3 de la décentralisation, pour avoir été ministre des collectivités locales, pour avoir été celui qui a théorisé la territorialisation des politiques publiques et les conseils des ministres décentralisés. Donc je pense que de ce point de vue-là, je suis habilité à dire que sur cette question et à donner un avis obtenu pour dire que le président de la République a tout faux et a totalement tort. Si vous enlevez tout cela, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que de la politique. Vous croyez que dans une république comme le Sénégal, une vieille démocratie comme la nôtre, qu'une personnalité comme le maire de Dakar, député de surpoids, puisse avoir ses droits malmenés, violés de manière continue, répétée, tout au long d'une procédure qui n'a rien de valable? Comment est-ce que tu penses qu'une autorité comme le maire de Dakar, dès l'instant où il a été convoqué à la police, alors qu'il devait se faire assister par ses avocats, qu'on ne lui refuse? Ça veut dire que toute la théorie sur les libertés au Sénégal n'existe pas. Si on peut le faire à Khalifa Ababacar, ce qui me fait froid dans le dos. Moi, si quel sera le sort d'un citoyen qui vient de Madakhoune, ou qui vient de Guédiawaye, ou qui vient de Pékin, ou qui vient de mon quartier, de Guet-Ndar. Dis-tu comme nous sommes, si nous sommes maintenant dans cette situation-là, guéris comme nous sommes, si on peut se faire brimer, violenter, massacrer, alors qu'on nous dit partout que nous sommes dans une république. Mais c'est ça la question de fond. Il faut oublier. Il y a l'immunité, il y a la détention. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que cela. Mais il y a pire que cela. Le code électoral est très clair. Si le Conseil constitutionnel accepte votre candidature, comment est-ce que du fond d'une prison vous allez battre campagne? Mais dans quel pays sommes-nous? Et ça s'est fait au vu aussi de tout le monde. Personne n'a pu faire bon. Et ensuite, vous dites, on va t'écraser. Les Sénégalais disent non. Il amène Khalifa Sall à l'Assemblée nationale. Mais vous continuez à vous acharner sur lui. Vous lui refusez l'exercice de son immunité parlementaire. Comment est-ce que tu peux te sentir raisonnablement en sécurité quand le procureur de la République, qui est le maître des poursuites, celui qui, au nom des citoyens, agit pour te protéger, me protéger, nous protéger, quand il est capable d'autant de légèreté, quand il est aussi aux ordres de l'exécutif, est-ce que tu dois pouvoir dormir tranquille? Moi, si tu veux savoir pourquoi moi, leader du FSD/BJ, pas militant du Parti Socialiste, je m'acharne sur cette affaire-là pour défendre Khalifa Sall, c'est parce que moi, je suis conscient que nous sommes dans une communauté de destin. Et que je dois me battre pour celui qui est avec moi au sein du FSD/BJ, pour celui qui est dans une autre formation politique et pour le citoyen ordinaire. Parce que je pense que nous sommes dans une grande nation et que nous devons nous mettre ensemble pour aller affronter les défis du développement. Mais comment pouvons-nous nous développer si l'élément central qui est le règlement des différends entre les personnes
et aussi déviant, aussi déséquilibré. Vous posez... Pacte social sérieux. Non, il n'y a même pas, avant de parler de pacte social, respectons, bon Dieu, le beau sang, les règles de droit que nous nous sommes librement données. Au nom de la séparation des pouvoirs, comment est-ce qu'un député dans ce pays peut être aussi malmené? Et comment est-ce que d'autres députés peuvent-ils, de manière aussi indifférente, scier l'arbre sur laquelle ils sont assis? Comment est-ce que moi, je peux, en tant que député, couvrir les maladresses et les manquements aux lois et à la constitution du procureur de la République? Je ne dois pas me le permettre. Et ce n'est pas des questions d'esprit partisan. Et c'était ça, c'est l'essence de l'interpellation que je faisais aux députés à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que les Sénégalais considèrent que c'est un combat politique ou que non. C'est un combat fondamental de liberté individuelle. Khalifa Sall n'en est aujourd'hui que la vitrine. Et dans la manière avec laquelle cette affaire-ci sera traitée, et vous vous rendez compte que ni l'argent qui est supposé être détourné n'est pas détourné, puisque l'affectation a été faite sur 360 millions annuels par le conseil municipal de Dakar, et que la Cour des comptes n'a jamais eu rien à dire, et que sur plus de 58 années, aucune administration sénégalaise n'a eu quelque chose à dire là-dessus, et que deuxièmement, l'État du Sénégal qui se constitue partie civile dans cette affaire-là, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose qui ne vous appartient pas, parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et de ce point de vue-là, ceci est un dossier éminemment politique. La toile de fond est que Macky Sall, pour des raisons que lui seul sait, pense que l'existence politique de Khalifa Sall est préjudiciable à son existence politique. Dans quel pays serons-nous si le président de la République peut prendre un citoyen, quelle que soit sa condition sociale, l'envoyer en prison, le priver de ses droits, le priver de sa liberté? Dans quel pays serons-nous? Et c'est ça la question de fond. Ça, c'est la question de fond. Mais au-delà des accusations politico-politiciennes, sur le plan juridique, est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique? Et il y aura bientôt la jurisprudence Khalifa Sall. Mais pour l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas lieu de légiférer et de faire une codification définie pour que nous n'en ayons? Oui, vous savez, moi-même, j'ai eu à traiter cette question-là dans mon livre Sénégal thérapie pour un pays blessé sur la décentralisation. Je pense qu'il y a un avant, en parlant, il y aura certainement un après. Et si nous sommes d'accord que c'est en pure injustice que Khalifa Sall est poursuivi, et quand on va dans le fond du dossier, il n'y a, et les avocats l'ont prouvé, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'association de malfaiteurs, parce que les gens ne se sont pas entendus, parce que le mécanisme existait avant d'arriver. Khalifa Sall n'a changé aucun personnel de la commune. C'est une personne qu'il a trouvée sur place. Et une entente délictuelle n'existe pas en l'espèce là-dedans. Il n'y a pas enrichissement personnel, donc on ne peut pas parler de détournement. Il n'y a pas escroquerie sur les deniers publics, parce que l'argent a été utilisé là où les Dakarois voulaient que cet argent a été utilisé. Et il n'y a pas de blanchiment. Donc, pourquoi il y aurait blanchiment? Il n'a pas pris de l'argent de la commune de Dakar pour aller l'investir quelque part, et le procureur de la République ne peut pas prouver qu'un parmi les prévenus a pu s'enrichir sur cette question. Donc, de ce point de vue-là, ce serait véritablement catastrophique pour l'État du Sénégal, la République, notre justice et notre démocratie si Khalifa Sall et ses co-prévenus sont condamnés. Maintenant, sans les percepteurs. Sur tout le monde, y compris les percepteurs, aucun ne devrait être poursuivi. Aucun. Si on veut vraiment respecter le fond et la forme, l'esprit et la lettre de la loi. Maintenant, pour parler après, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une situation extrêmement difficile. Quand moi j'étais ministre de l'aménagement du territoire, des maires sont venus me voir pour me demander d'intervenir auprès du président de la République pour qu'ils aient les mêmes disponibilités que Khalifa Sall a à la ville de Dakar. La même caisse. Oui, effectivement, parce que certains étaient au courant. Donc, de ce point de vue-là, je pense que si nous sommes en face, comme je vous dis, d'une nouvelle demande et d'une évolution de la demande, de nouvelles problématiques de prise en charge, il
Je crois qu'il est bon qu'on fasse évoluer la loi sous deux aspects. D'abord, cette affaire Khalifa Sall pose deux problèmes. Le problème de l'existence des fonds politiques, de qui doit ou ne doit pas avoir de fonds politiques, et de l'utilisation discrétionnaire des fonds politiques. C'est le premier problème. L'utilisation, par exemple, des fonds politiques. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on légifère aussi bien pour le président de la République, pour les institutions comme l'Assemblée nationale, la HCCT, etc. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance, sinon pour nourrir grassement les acteurs de la vie nationale qui n'ont rien à faire avec cet argent-là. Cet argent-là, il faut y mettre un terme. Deuxièmement, là où l'argent doit aller au niveau du président de la République, je crois qu'il est devenu urgent de l'organiser. Les fonds spéciaux doivent être au moins organisés suivant des rubriques bien déterminées. Évidemment, sur chaque rubrique, le président de la République devra garder, de mon point de vue, cette capacité d'utilisation discrétionnaire et cette incapacité aussi pour nous de rendre compte. Parce qu'il y va des questions de sécurité nationale pour certains dossiers. Sur les dossiers de sécurité, il faut que ce soit frappé secret défense. Donc, par conséquent, libre au président de la République. Donc, il n'y aura pas évolution de... Non, si, il va y avoir évolution. Il va y avoir évolution à ce niveau-là. J'ai dit qu'il faut qu'on encadre l'utilisation. Je ne suis pas d'accord que le président de la République puisse distribuer de l'argent à tout va. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que la première dame de la République a réglé tel problème d'électrification dans tel secteur. Vous savez ce que ça renseigne? Cela voudrait dire qu'on va sédimenter dans l'esprit des Sénégalais que la première dame est plus efficace que le ministre en charge de ce secteur stratégique. Alors que dans la fonctionnalité normale de l'État, il appartient au ministre de répondre aux besoins des populations. Je pense que la première dame aurait dû apprendre, aurait dû être conseillée pour que la rapidité avec laquelle elle règle ses problèmes, qu'elle passe néanmoins pour harmoniser la forme à travers le ministère. Parce que c'est important, parce que vous savez, un homme d'État, et lorsqu'on a des responsabilités au plus haut niveau, chaque acte qu'on pose a deux vertus. La première, c'est certainement régler un problème bien défini, mais il y a la vertu de l'exemple et l'enseignement qu'on en tire. Alors, cette pédagogie est importante. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités pour organiser, délimiter les champs d'intervention des fonds dits spéciaux, les caractériser, les réunifier, les regrouper ou les diviser dans des rubriques bien déterminées en définissant le cadre d'utilisation tout en laissant au président de la République l'utilisation discrétionnaire. Ça me semble être important. Maintenant, supprimer de manière drastique les fonds politiques à l'Assemblée nationale, au HCCT, et en même temps, au lieu même de supprimer les fonds politiques, il faut carrément supprimer le HCCT et le Haut Conseil, économique, social et environnemental. J'en parle dans mon livre, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de dire c'est pas une négation de la décentralisation. Non, c'est pas une négation de la décentralisation. Vous savez, écoutez, moi je suis un spécialiste de la décentralisation, j'en parle avec tellement d'aisance. Vous savez, le Haut Conseil des collectivités locales, ça sert à quoi? Ils utilisent presque 8 milliards de nos francs chaque année. Pourquoi? De la théorie. De la théorie. Si vous avez ces 8 milliards, vous les retournez au niveau du FDD, du fonds de dotation de la décentralisation ou du fonds d'équipement des collectivités locales, envoyez directement aux collectivités locales. Si chaque mairie, si vous les divisez à hauteur de taille de 500 millions, vous avez combien? 8 milliards divisé par 500 millions, ça vous fait 16 grandes communes qui reçoivent 500 millions. 500 millions. C'est beaucoup mieux plus intéressant que de nourrir des fêtards et des, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais au moins de nourrir des intellectuels qui ont énormément de valeur certainement, mais qui peuvent être rentables ailleurs, utiles au Sénégal ailleurs, mais pas là-bas, ça ne sert à rien. Parce que la réalité de la décentralisation, quand on parle de territorialisation des politiques publiques, au-delà de la théorie, c'est le fait d'avoir de l'argent à disposition au plus près des populations. Alors pourquoi le concentrer au sommet de l'État? C'est un non-sens.
C'est un non-sens. Et il faut être d'accord avec moi là-dessus. Donc vous préconisez ces deux axes. Non, et ensuite, pour le Conseil économique, social et environnemental, vous savez, chaque fois des milliers de rapports sont conduits, des débats sont menés, ça ne sert à rien. Madame Aminata, à la place, elle a bien travaillé. Non, écoutez, soyons sérieux. Elle ne fera pas, malgré toute sa bonne volonté, pas plus que ses prédécesseurs l'ont fait. Et hier, comme aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu les éléments probants sur lesquels on peut. Alors que nous pouvons, peut-être pour 10 fois moins, avoir un centre de haute études stratégiques, avec des schémas, des domaines d'intervention, où ce directeur, qui devra être un Sénégalais, à l'expertise internationale reconnue et à la qualification reconnue, de ce point de vue-là, il aura des espaces, par exemple, c'est la compétence en matière économique, compétent en matière d'intelligence économique, compétent en matière d'aménagement du territoire, en matière, etc., etc. Et pour chaque domaine d'intervention, il va solliciter les experts et les praticiens. Par exemple, s'il veut travailler sur la décentralisation, il va trouver des experts qui enseignent la décentralisation dans nos universités. Et les praticiens de la décentralisation, que sont les maires et les acteurs de la déconcentration. Cet amalgame-là, d'experts éprouvés, sont 1000 fois plus pertinents qu'un amalgame de politiciens que le président de la République ou tout autre acteur politique cherche à caser. Il faut être pertinent. Et ça nous coûterait 10 fois moins. Et je suis sûr que sous ces conditions-là, tout rapport qui sortirait là-bas sera fortement apprécié et tout le monde va courir pour aller les chercher. Et ça aussi, c'est pas difficile. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on diminue la valeur intellectuelle de nos cadres et de nos experts. Au niveau du Conseil économique et social, tout comme du HCCT, il y a d'éminents intellectuels, d'anciens ministres, d'économistes avérés, d'environnementalistes. Mais mettons-les là où ils peuvent être utiles. N'en faisons pas des apparatchiks. N'en faisons pas ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas leur vocation. Leur vraie vocation, c'est d'être de véritables contributeurs, des usines à idées. Mais idées, non pas du point de vue purement théorique et soporifique, mais plutôt idées concrètes et qui peuvent être dans le sens. Moi, c'est cela. Mes propositions qui sont relatées dans ce livre-là, que certainement je recommanderais beaucoup à beaucoup de Sénégalais, de se donner la peine de réfléchir parce que j'y traite pas mal de ces questions. Absolument. Au Sénégal, on parle de plan Sénégal émergent, on parle de PUDC, on parle de Promoville ou bien de couverture maladie universelle. On nous parle aussi, on nous ressasse aussi un taux de croissance à hauteur de 8% qui pourrait aller même jusqu'à 2 chiffres prochainement. Mais la demande sociale est là. Et le front social est en évolution. On a vu beaucoup de grèves, même le syndicat des travailleurs de la justice est entré dans le bain. Comment vous analysez cette ambivalence-là? Mais si, cela veut dire simplement que les politiques qui sont définies, aussi bien dans le secteur de la lutte contre l'éloignement ou le désenclavement ou l'enclavement de nos localités avec le PUDC où il y a beaucoup à dire par rapport à la disqualification des experts sénégalais par rapport à une institution des Nations Unies qui a d'autres priorités ailleurs, et ensuite encore sur l'effectivité de ce qu'on appelle cette croissance qui devait être disponible auprès des citoyens qui ne le ressentent pas, par rapport à ce que tu appelles le plan Sénégal émergent, qui pour moi n'est en réalité qu'un planning pour la stratégie électoraliste. Ce qui le caractérise. Même s'il va jusqu'à 2035. Mais tous les programmes, ils vont jusqu'à 2035. Vous savez, il faut que les gens arrêtent cette théorie. C'est des plans pour tout. Partout dans les pays du monde, partout en Afrique, je dirais au Gabon, au plan Gabon émergent, en Côte d'Ivoire, c'est une théorie économique qui est là. La pertinence maintenant des programmes, c'est à l'aune des projets qui sortiront de cela. Et surtout en termes de retour et d'impact sur l'activité économique intérieure. Est-ce que ces grands projets qui existent portent en eux-mêmes des transferts de technologie? Est-ce que les entreprises sénégalaises en profitent? Est-ce qu'on n'a pas en réalité des structures qui budgétivores, qui ont des coûts faramineux et qui ne profitent qu'à des entreprises étrangères? Si le Sénégal est capable de mettre
700, 800 millions sur 40, 45 km, 50 km de train, c'est de la débilité. C'est de la débilité. Parce que 700, 800 millions, si vous le mettez sur les HLM, vous vous rendez compte du cadre de vie? Vous, moi, beaucoup d'autres vont avoir des maisons dans leur localité. Ils n'auront pas besoin de bouger. Et les entreprises sénégalaises seront les seuls adjudicataires. Il n'y aura pas de grande entreprise parce qu'ils ne viendront pas dans ces détails-là. Et ça permettra de renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est en ce moment-là que les Sénégalais sentiront la croissance. Comment est-ce que vous pouvez me parler aujourd'hui de développement lorsqu'on est capable de libérer plus de 1400 milliards de contrats commerciaux à une grande puissance comme la France, alors qu'à côté, nous peinons par exemple à régler la question des abris provisoires au niveau de notre propre système éducatif. Vous savez, nous avons réalisé pour presque 60 milliards de centres Abdou Diouf. Depuis qu'on l'a créé, il n'y a pas plus de 3 conférences majeures. Il y a eu la francophonie, le truc sur la paix et la dernière sur l'éducation. Peut-être que j'en sais rien. Mais vous pensez que 70 milliards couchés sur le béton sur une aussi longue période pour 3 conférences? Est-ce que ça, c'est pas de la débilité? Donc, alors à côté de cela, si ces 60 milliards-là étaient investis sur les abris provisoires, on n'en parlerait plus. Si ces 60 milliards étaient retournés au système de soins de santé, peut-être que le CMU et tous les autres là n'auront plus les impayés. Peut-être que les étudiants qui ont été envoyés dans des écoles privées n'auraient pas à souffrir parce qu'il y a 8 milliards de dettes, etc. Voici les vraies priorités de notre pays. Et puis ça, il ne suffit pas de devant pour le savoir. Nous avons moi, c'est ça la réalité. Et dis-toi à moi, depuis qu'on est là, on n'a agressé personne. On n'a parlé que de notre pays. Et nous sommes tous engagés là-dedans. Et en réalité, je crois que nous sommes même plus utiles au président de la République que ses propres conseillers. Puisque en réalité, nous touchons du doigt là où ça fait mal, là où ça doit être corrigé. Et c'est ça aussi le propre d'une opposition crédible et responsable. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, quand on regarde l'ensemble des projets, vous me direz peut-être, mais il n'est que dans ce qui ne va pas, il n'est que dans ce qui ne marche pas, il n'est que dans ce qui flanche, etc., etc. Mais c'est mon rôle. Vous savez, lorsque le législateur a pensé qu'il fallait pas concentrer le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le judiciaire sur une seule entité, ils ont dit, écoutez, pour la rationalité d'un État moderne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui exécute une politique. Et pas nécessairement qu'il ait il ne faudrait pas maintenant qu'il ait la possibilité d'utiliser l'argent. Il faut qu'il y ait un autre qui s'occupe des lois, du code, ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui doit être dans la République et de ce qui ne doit pas être, et qui doit définir l'affectation des fonds. Mais ça ne suffit pas, il reste les différents. On ne dit pas à l'Assemblée nationale de le faire, il faut créer une autre institution. Le pouvoir équilibre le pouvoir, et c'est ça qui fait la fonctionnalité. Il y a à l'intérieur de l'État du Sénégal, dans les franges de l'APR et de la mouvance présidentielle, tellement de personnes qui doivent avoir pour mission de vanter, de programmer, d'expliciter, de clarifier les performances que l'État du Sénégal, le gouvernement de Mohamed Abdallah Diop réalise au quotidien. Il m'appartient à moi, comme à tous ceux qui sont dans l'opposition, d'avoir maintenant les alertes et de regarder là où ça fait mal, là où ça ne marche pas, là où il y a de la gabegie, là où il y a de la corruption, là où il y a du djaïdolé, là où il y a de l'injustice caractérisée, pour le pointer du doigt. Et quand on amalgame le tout, qui gagne? C'est le Sénégal. Et on doit le faire dans les règles et les fonctionnalités normales de la. Monsieur Bamboudié, dernière question. Faisons un peu de prospective par rapport à l'élection présidentielle de février 2019. Vous avez été un symbole vraiment médiatique de la décadence du président Wade. Il y a Macky Sall qui est là. Beaucoup de partis politiques veulent le défenestrer, entre guillemets. Que pensez-vous que va être votre rôle par rapport à ces... Je D'autant qu'on parle de candidature plurielle pour aller vers le deuxième. Je voudrais au moins réfuter que j'ai été le symbole. Sans langue de bois. Non, mais vous me permettez simplement de m'expliquer. Parce que
mon action politique n'est pas une action dirigée contre une personne. Et je dois dire, à la décharge de M. Abdoulaye Wade, que malgré le fait qu'il était au pouvoir et moi dans l'opposition, il m'a toujours témoigné énormément de respect et de considération. Pas une seule fois, il n'a été pris en défaut de retard, même pour une simple lettre. Et ça m'a beaucoup marqué. Quand je prenais ma lettre pour lui écrire, pour le compte de la ville de Saint-Louis le lundi, avant le lundi prochain, j'avais ma réponse. Et ça aussi, c'est une forme de grandeur qui a tendance à disparaître. Alors, sur ce qui nous a opposés, c'est le combat normal dans une république et dans une démocratie. Je me bats comme lui s'est battu et il nous a valu énormément d'avancées démocratiques pour les mêmes avancées démocratiques. Il s'est trouvé qu'à un moment de l'histoire, il s'est retrouvé dans un coin, dans quelque part, et moi de l'autre côté, chacun, selon ses convictions et selon son entendement de l'histoire et de ses responsabilités, a joué son rôle. Et j'assume ma responsabilité. Je ne me dédouane pas et je ne me divise pas. Non. Mais je voudrais simplement positionner les choses à l'endroit. Mais en réalité, ce même combat qui m'avait animé, mais continue de m'animer aujourd'hui. Le combat que je mène n'est pas dirigé contre Macky Sall. Je n'ai pas à lui en vouloir. Je n'ai pas à chercher à le détruire. Mais je cherche à protéger mon pays. Je cherche à ce que notre argent, l'argent du contribuable, soit utilisé de manière efficiente. Je cherche à ce que le droit du citoyen soit protégé, que l'exercice de la démocratie soit réel et que la justice soit là pour tous. Maintenant, si ça va heurter Macky Sall, si ça va le froisser, c'est le dernier de mes soucis. Parce que je pense sincèrement que le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall, Bambadji ou un autre. Maintenant, nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle majeure, mais cette élection est déjà complètement tronquée. Tronquée d'abord par l'instabilité du processus électoral. On invente des cautions, on ne sait pas, on invente des, je ne sais pas même pas le dernier terme qu'ils ont inventé, où il faudra des personnes signataires, etc. Énormément de situations qui, de mon point de vue, à une année et quelques des élections, posent problème. Si nous voulons véritablement offrir aux Sénégalais la sérénité qu'il faut pour pouvoir librement choisir, il y a besoin impérieux de ne pas interférer dans le déroulé et dans l'organisation du processus électoral. Il faut stabiliser le fichier électoral qui a été astronomiquement cher. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un arbitre neutre au niveau de l'élément central qu'est l'organisation des élections. Je ne parle pas du ministre de l'Intérieur. Il faut que nous puissions avoir aujourd'hui quelqu'un dont la mission essentielle, libérée du ministre de l'Intérieur, est d'organiser les élections dans le pays. C'est pas difficile. Dans une dualité. Non, il n'y a pas de dualité là-dedans. La même personnalité. Non, écoutez, il y a une personnalité distincte qui s'appelle Monsieur le ministre de l'Intérieur et une autre personnalité qui s'appelle Monsieur le directeur général, ministre, etc., tout ce qu'on voudra. Mais il faudrait qu'il ait des coups de franche pour l'organisation matérielle des élections. Je pense que la mission du ministre de l'Intérieur sur les questions de sécurité, sur le besoin que nous avons de nous protéger, sur le besoin que nous avons de voir nos forces de police, de gendarmerie être présents, de pouvoir, chaque fois qu'on a besoin de les voir être présents, les voir sur nos routes pour sécuriser nos enfants, les voir réprimer les gens qui le méritent, les voir sanctionner ceux qui doivent l'être. C'est ça, cette mission, elle est essentielle, elle est incontournable dans une république moderne. Au vu des menaces internes et externes auxquelles nous devons faire face, il faut que le ministre de l'Intérieur retrouve l'entièreté de ses responsabilités et qu'il soit déchargé de l'organisation des élections. Ça, c'est pas difficile, c'est pas impossible. C'est tout ce que nous demandons. Autre chose, vous savez, pour frauder les élections, on n'attend plus maintenant le jour du vote. C'est terminé, les gens sont plus sophistiqués pour frauder les dernières élections. Il a suffi simplement à Macky Sall d'interférer dans le fichier électoral. En créant cette nouvelle carte d'électeur, il a tout déstabilisé. Il a eu la latitude de faire ce qu'il a voulu avec, de retrancher qui il veut, de retarder qui il veut dans l'attribution, dans la réception de sa carte électorale. Mais c'est comme ça que les gens voient. Il y a un ensemble de faisceaux, d'actes
en porte-à-faux avec la régularité du processus électoral qui, mise ensemble, donne une longueur d'avance au pouvoir en place. Et c'est comme ça que la fraude s'installe dans notre pays. Et il faut que l'opposition reste vigilante. L'ensemble de l'incrimination que nous avons vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, ça ne change pas. Aujourd'hui, ce que Abdoulaye Daouda recevait, c'est Ali Ngouindia qui ne le reçoit. Donc ce n'est pas des questions de personne, c'est des questions de fond que les gens posent. Et il faut que le président de la République aussi sache que de tous les manières, par A ou par B, il finira par partir. Et il faudra qu'il s'y prépare. Nous sommes à la fin de l'émission, M. Cheikh. On vous laisse dire votre mot de la fin. Mon mot de la fin est adressé aux internautes, aux téléspectateurs, pour nous remercier d'abord de nous avoir offert cette opportunité, mais surtout pour leur rappeler que nous sommes un grand pays. Et un grand pays, comme disait l'autre, ce n'est pas dans la puissance de notre armée, mais c'est surtout dans le fait qu'aucun envahisseur, interne ou externe, ne puisse trouver un allié en notre sein. J'ai dit, et je le répète souvent, les ennemis du Sénégal aujourd'hui ne sont pas des étrangers. Ce sont des Sénégalais montants qui ont décidé, par la transhumance, par le laisser-aller, par le fansat et le faratonka, par le bogoluyombo, par le khanske de koligé de kolidenti, par le tapelé ambiant, par le je m'en foutisme et le laisser aller, par tous ces mauvais plis de la société sénégalaise, se sont incrustés dans le système. Ils ont accompagné Senghor jusqu'à sa dérive, ils ont quitté le navire, accompagné Abdou Diouf jusqu'à sa dérive, ils ont quitté le navire, les mêmes personnes ont accompagné Abdoulaye Wade sans être des libéraux. Jusqu'à ce qu'Abdoulaye Wade tombe, ils sont revenus, arrivés avec Macky Sall, et ensuite ils vont le mener vers le mur. Et c'est contre ces gens-là qu'il faut qu'on se réveille. Ce sont eux qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'en réalité, si vous vous souvenez des discours de Senghor au début des indépendances, si vous avez la chance de les écouter, ou si vous écoutez les discours d'Abdou Diouf au début de 81, ou vous écoutez les discours de Maître Abdoulaye Wade en 2000, ils étaient sincères, ils nous promettaient monts et merveilles, mais ils avaient oublié que les ennemis de l'intérieur, ils n'avaient pas posé des articulations qui nous permettaient de leur barrer la route de manière définitive. Et pour le faire, il faut le concours des citoyens sénégalais. Il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont autour de Macky Sall, 80 ministres. Vous le savez, je le sais, c'est des gens qui ont fait des pieds de grue à gauche et à droite. Pour la plupart, ils étaient avec M. Abdoulaye Wade. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la République. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le développement. Ce qui les intéresse, c'est siphonner les deniers de la République. Ça, si un homme politique oublie ses engagements et qu'on le laisse, nous, Sénégalais, être entourés par cette bande de turiféraires, mais à force qu'il soit tout le temps à côté de lui, il va finir par être complètement déconnecté des réalités. Notre rôle aujourd'hui, et c'est pourquoi, pour la rupture qui doit être installée, il faudrait que tous les transhumants, et on les connaît tous, en tout cas avec Cheikh Bamba Dièye, c'est pas la peine que nous c'est le trait définitif. C'est fini, parce que l'ordre du temps, on ne peut pas le regarder. C'est la réalité, il faut qu'on apprenne à sanctionner ces farfelus-là. Yoo xam ne dañoo yaakaar ne ñoo gën a muus nit ñi parce que loolu xeef yi yabaate man musuma gis yabaate bu ëpp boobu yow da ngay nekk ànd ak Ablaye Wade amul lu ñu duggalul Ablaye Wade amul lu ñu waxalul Ablaye je ne connais même pas ceux qui n'ont pas fait faire Ablaye Wade. Ablaye Wade les a contentés, huilés, graissés, fait tout ce qu'il a pu, possible et imaginable, en grand seigneur qu'il a été. Mais regarde le rendu d'aujourd'hui. Tu les trouves tous agglutinés autour de Macky Sall, comme ils l'ont été autour d'Abdou Diouf. Tu veux qu'on les cite ensemble? Une autre fois. Ah, mais c'est ça, donc vous les connaissez comme je les connais, il faut qu'on leur parle là. C'est le problème du Sénégal. Cheikh Bamba Dièye, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.